Je vous demande d'accueillir Cédric Villani. Merci beaucoup Myriam. Oui, je vais utiliser le micro-main en fait. Peut-être qu'on peut couper celui-ci. Ok. Alors, un grand plaisir de me retrouver parmi vous. Plusieurs excuses. La première, c'est que je souffre d'un rhume carabiné, qui j'espère ne perturbera pas trop la conférence. La seconde, c'est que je devrais m'échapper très vite, comme ça a été dit, pour une autre conférence à l'autre bout de Lyon, cette fois tout près de l'ENS Lyon, dans le cadre de la célébration des 30 ans de l'ENS Lyon. J'ai été enseignant-chercheur pendant bien des années à l'ENS Lyon, et c'est là que j'ai fait les travaux qui ont été récompensés par Amy Fields. Je suis maintenant enseignant-chercheur de l'université Lyon 1. Pour moi, Lyon est cher à mon cœur, et Polytech aussi, bien sûr. Alors, on va se lancer dans cette conférence qui sera comme deux morceaux de conférence concaténés, l'un plus grand public, l'autre un peu plus spécialisé, et ce sont que un patchwork que j'ai obtenu en prenant un morceau d'une conférence donnée il y a quelque temps à la Maison des Métallos, salle de culture parisienne, pour du grand public, et un morceau de conférence donné pour la première fois dans le cadre d'un workshop sur l'intelligence artificielle qui se tenait à l'Académie pontificale. C'est une autre de mes casquettes. Et il va s'agir d'abord de parler un petit peu de ce qui, du processus de gestation et de découverte de nouvelles idées, parler ensuite un peu plus particulièrement de ce thème dont on nous rabat les oreilles maintenant, intelligence artificielle. Et ceci, c'est le moment de faire un peu de publicité, fait partie d'un cycle de conférences, ce cycle à la Maison des Métallos, qui bientôt sera distribué par Arte. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des années, des conférences très scénarisées pour grand public. Celle-ci vous parle de la naissance des idées, et on va commencer tout de suite avec l'une des idées, l'une des illuminations les plus célèbres du XXe siècle. Le héros de l'affaire s'appelle Léo Szilard. Je ne sais pas qui dans cette pièce connaît Léo Szilard. Un ici, là, c'est déjà pas mal. Bon. Léo Szilard est tellement peu connu que sa principale biographie s'appelle Un génie dans l'ombre, Genius in the Shadow. Et pourtant, un des physiciens importants du XXe siècle. Juif hongrois, déraciné par la montée des fascismes. Au moment où cette histoire se passe, il est dans les années 30 émigré à Londres. Et il se promène dans les rues de Londres avec en tête une question qui l'obsède depuis quelques jours. Comment trouver de l'énergie dans l'atome ? Pourquoi il s'intéressait à ça? Pas du tout pour faire avancer la science, mais parce qu'il avait lu dans le journal le compte-rendu d'une conférence où Ernest Rutherford, le père de la physique atomique, disait qu'il n'y avait vraiment rien à tirer de l'atome en termes d'énergie. C'était tellement minuscule l'énergie atomique qu'on perdait son temps à vouloir en faire quelque chose. Et ça ne lui avait pas plu à Szilard, il s'est dit, ce vieux crouton de Rutherford, je vais prouver qu'il a tort. C'est un levier très puissant de découverte, vouloir donner tort à vos aînés. Il faut bien retenir ça. Et dans l'histoire des sciences, il y a plein d'exemples comme ça. Alors, il était en train de réfléchir comment, et puis, comme il le raconte dans ses mémoires, il arrive à un croisement et le feu devient rouge, et là, illumination. Il a l'idée d'un mécanisme selon lequel, dans certains matériaux, un neutron qui se baladerait très vite pourrait venir casser un noyau atomique, ce qui conduirait à la constitution de deux noyaux plus petits et l'émission de quelques neutrons. Et s'il y a par exemple deux neutrons qui sont émis quand on casse ça, eh bien, ils vont pouvoir aller percuter un nouveau noyau et chacun des deux va provoquer l'émission de deux neutrons et ainsi de suite. Ça s'appelle une réaction en chaîne. Et c'est le mécanisme de démultiplication exponentielle qui fait que bientôt vous allez avoir 2, 4, 8, 16, 32, etc. énormément
de neutrons se baladant jusqu'à ce que explosion atomique, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et en ce petit matin, Szilard était peut-être le seul humain à avoir l'idée de comment on ferait plus tard pour avoir une bombe atomique. Ça a déterminé tout le reste de sa carrière. Il a remué ciel et terre pour convaincre les gens de se lancer dans des expériences sans succès. Il a émigré aux États-Unis où il a fait pareil. Il a fini par superviser le premier projet avec Enrico Fermi de réaction en chaîne. Il a auparavant été le premier il a rédigé la lettre envoyée par Albert Einstein, le président des États-Unis, pour démarrer le projet Manhattan, qui allait aboutir à la création de la bombe atomique. Il a terminé sa vie militant antinucléariste acharné et précurseur de l'approche physique en biologie, un institut de recherche en biologie à Heidelberg qu'il a fondé. Un personnage incroyable. Et en tout cas, une date, un instant qui a changé sa vie. On en retrouve dans l'histoire des sciences de ces moments où on se dit « Ah, c'est bon sang, mais c'est bien sûr. » Il y en a tout un tas. Et c'est intéressant parce que ça participe de cette idée que le progrès scientifique, la compréhension, c'est pas quelque chose qui progresse de façon continue. Ça se fait avec des sauts et des à-coups. Examinons une autre illumination marquante. Ah, lui vous le connaissez, Carl Friedrich Gauss, ça il n'y a pas de problème. Vous savez que ce n'était pas vraiment un humain, hein, c'était un surhomme. Alors, un jour, Gauss se met en tête, il était tout jeune, hein, il devait avoir 20 ans ou quelques, il se met en tête de calculer la moyenne arithmétique géométrique de racine de 2 et 1. Vous écrivez racine de 2 et 1, puis vous mettez en dessous ici la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Ça vous fait deux nouveaux nombres et encore la moyenne arithmétique, moyenne géométrique, et vous continuez comme ça. C'est un petit exercice que vous pouvez faire, que les deux suites de nombres, quand vous regardez verticalement, ça vous fait deux suites de nombres, la suite des moyennes arithmétiques et la suite des moyennes géométriques, convergent très rapidement l'une vers l'autre. Et donc ça converge vers un nombre. Et ce nombre, on l'appelle la moyenne arithmético-géométrique. Voilà. Pourquoi pas, hein? Alors il la calcule. Les calculs ne lui font pas peur, hein. Il fait ça à la main, tranquillement, comme il était. Et puis il regarde, il dit, je suis sûr que c'est un truc intéressant. Il essaye 2-3 combinaisons. Et puis, bon sang, mais c'est bien sûr, où avais-je la tête? C'est 2π divisé par la longueur de la lemniscate. La lemniscate est cette courbe écrite en polaire. Vous connaissez la longueur par cœur, bien sûr. Et voilà. Et ça, c'est un exemple d'illumination obtenue par calcul, par expérimentation, si on veut. Les calculs, en un certain sens, pour des mathématiciens, ça fait partie des expérimentations. Enfin, un calcul, il dit, ah, ça tombe juste là, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Il lui a fallu des mois pour tourner ça en une nouvelle théorie mathématique. C'est le début de la théorie des intégrales elliptiques. Une lente théorie qui allait avoir toute une postérité et qui vient de cette illumination. Ici, le moteur, c'était la curiosité. Ah, qu'est-ce que ça peut être que ce truc-là? Sur ces exemples, on a un progrès scientifique qui arrive comme ça. Des fois, le progrès il arrive sur des échelles de temps bien plus lentes, mais quand on regarde l'histoire de loin, ça fait des sauts brusques quand même. Alors on va parler d'une histoire collective. L'histoire des atomes indissociable de l'histoire du mouvement brownien. Et brownien, vous connaissez tous le mouvement brownien, hein, on en parle en physique, en finance, en tout ce que vous voulez. Mais Brown, c'était un botaniste. Et au XVIIIe siècle, début XIXe siècle, Brown observe quelque chose. Quand on prend un petit grain de pollen dans l'eau, minuscule, si petit qu'on le voit seulement au microscope, eh bien, il est agité d'un mouvement permanent. Et il est agité d'un mouvement permanent et ça part dans toutes les directions. Brown n'était pas le premier, à vrai dire, à observer ça, mais il était le premier à comprendre, par des expériences raisonnées, que ça n'était pas lié du tout au caractère vivant du pollen, que c'est un phénomène physique, un phénomène inexpliqué, qui restait une curiosité pendant plus d'un demi-siècle. Jusqu'à ce que, au début du XXe siècle, Albert Einstein et Marianne Smoluchowski, indépendamment, comprennent
que le mouvement brownien, cette agitation permanente de petites particules dans les solutions, peut s'interpréter au vu de la théorie atomique développée auparavant par Ludwig Boltzmann. Boltzmann se suicide en 1906, à peu près convaincu qu'on n'aura jamais de preuve de sa théorie atomique, mais c'est à peu près le moment où précisément les preuves apparaissent. Et le mouvement brownien, on le comprend souvent, va fournir la preuve de la théorie atomique. Alors c'est quoi l'interprétation? La voici. Voici une particule. Cette particule qui est microscopique pour nous, elle peut apparaître énorme, à l'échelle atomique comme on dit maintenant. Comment ça se présente le mouvement brownien? Vous avez le machin qui se déplace un peu, ici, vous voyez ici la trajectoire en rouge qui correspond à la trajectoire de cette petite particule, très grosse quand on la regarde de très près. Et l'idée de Einstein et Smoluchowski, c'est que, en fait, ce mouvement erratique est dû à toutes sortes de molécules qui, elles, sont invisibles, même au microscope, non, et qui bombardent sans arrêt notre pauvre particule. Ça, c'est l'interprétation sous-jacente. Ça, c'est invisible, ou même au microscope, tandis que la particule, on la voit. Et faites attention, ce qu'on voit au microscope, c'est pas le fait qu'elle se déplace parce qu'elle est bombardée, mais le fait que de temps en temps, elle est bombardée plus à droite qu'à gauche, et donc elle va vers la gauche, et de temps en temps, c'est l'inverse. Si vous étiez, vous êtes en permanence bombardé par des molécules d'air, par milliards de milliards. Vous ne bougez pas pour autant. Pourquoi? Parce que celle qui vous cogne vers la gauche s'équilibre exactement avec celle qui vous cogne vers la droite. Donc vous restez stable. Mais à l'échelle microscopique, de temps en temps, on va être bombardé par 3 molécules d'un coup, de temps en temps par 2 d'un autre, et statistiquement, il arrivera que vous soyez plus bombardé d'un côté que de l'autre, et le déplacement s'en suivra. Et c'est ça qu'on comprend début du XXe siècle, et c'est ça qu'on met en équation. Pour l'instant, c'est une rêverie géniale, mais c'est pas testable expérimentalement. Arrive le travail de la modélisation scientifique. Einstein et Smoluchowski démontrent que la densité de particules, la probabilité de trouver la particule qui se déplace, ballottée par les molécules, à tel ou tel endroit, obéit à l'équation de diffusion ou équation de la chaleur. La même que Joseph Fourier a introduite pour modéliser l'étalement de la température. Ici, D, ça représente la diffusion, la facilité avec laquelle la molécule, la particule se balade. Et ils obtiennent la formule, souvent appelée formule d'Einstein, qui relie le coefficient de diffusion avec les paramètres physiques. T est égal à R, constante de gaz parfait, fois T la température, divisé par 6, si on connaît, fois N, fois T, fois A, fois état. Alors, état, c'est la viscosité du fluide. Plus le fluide est visqueux, plus le déplacement sera difficile, donc plus la diffusion sera petite. Et A, c'est le rayon des particules. Plus les particules sont grosses, plus ça sera difficile de diffuser. N. N, c'est le nombre d'Avogadro, ou Loschmidt-Avogadro, si on veut être plus juste envers Joseph Loschmidt, l'un des maîtres à penser de Boltzmann. C'est en gros, vous savez, le nombre typique de molécules dans un volume macroscopique de fluide. Bon, très beau. Là-dedans, on connaissait tout, sauf N. Aucun moyen d'estimer N. Mais maintenant, l'idée, c'est de le prendre dans l'autre sens. Si on connaissait D, on allait pouvoir en déduire N. Alors, en avant, place aux expérimentateurs. Ici, le langage mathématique des physiciens théoriciens s'efface devant l'habileté des expérimentateurs. Des gens comme Jean Perrin, figure emblématique de l'histoire des sciences et de la culture scientifique française, le fondateur du Palais de la Découverte, cofondateur du CNRS, Theodor Zedberg, celui de prix Nobel, le genre d'expérience qu'ils font, ça c'est par exemple Zedberg. Allez, dans une bassine, on regarde des petites particules, elles se baladent,
Et on va compter combien se retrouve à intervalles réguliers dans une région qu'on éclaire de temps en temps. Je ne sais pas, toutes les 5 secondes, hop, on éclaire et on compte. On compte une fois 1, 2, 0, 0, etc., temps 2, et ainsi de suite. Et en étudiant ces statistiques et en les comparant avec la prédiction donnée par le modèle, on arrive à calculer le coefficient D et à vérifier que c'est effectivement des modèles de type diffusion gaussienne qui sont utilisés. Et il ne reste plus qu'à, une fois qu'on a D, on en tire N, et c'est là qu'on tire le fameux nombre d'Avogadro, 6 fois 10 puissance 23. Bon, il y a un travail mathématique à faire, bien sûr. J'ai donné ça en contrôle une fois à l'université, c'était sympa, avec quelques applications. Et là, on voit ce qui est magique. D'abord, c'est incroyable. On a remesuré, compté des particules dans une bassine, et à la fin, on trouve une prédiction 6 fois 10 puissance 23, un nombre complètement givré. Et seulement en analysant les statistiques, comme ça, des nombres compris entre 0 et 5, Mark Katz, dans un célèbre livre sur la probabilité dans le phénomène physique, dit c'est un des triomphes de la statistique, qu'à partir d'une suite de nombres, tous compris entre 0 et 5, on ait pu déduire 6 fois 10 puissance 23. Et le fait que tant d'expériences menées sur des protocoles différents ont abouti à la même conclusion, 6 fois 10 puissance 23, a finalement convaincu les scientifiques qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Il y avait trop de coïncidences là-dedans, ça tombait trop bien pour ne pas être la réalité. Et on retrouve cette idée que si c'est trop beau, ça doit être vrai. Alors, de nos jours, les atomes, on en parle dans les classes de sciences, on explique, voilà, la matière est faite d'atomes et ainsi de suite. Mais on ne donne pas les détails. Et pourtant, c'est incroyable, un tour de force conceptuelle, se dire que on s'est convaincu de l'existence des atomes avant d'avoir observé le moindre atome. Il a fallu attendre longtemps encore avant que les microscopes électroniques nous permettent de les voir dans un certain sens, les atomes. Ce genre d'exploit, impossible sans le formalisme mathématique, précisément parce qu'il vous permet d'aller au-delà de l'expérience, de ce qui est juste dans votre intuition, dans ce qui est logique. Et on voit ici un pan du rôle mathématique, explorer la nature. En mathématiques, on travaille sur les idées, les choses abstraites, mais précisément, comme c'est des concepts abstraits, on peut les retrouver incarnés dans de nombreux problèmes. Et ce travail sur les mouvements browniens, il s'est retrouvé dans plein d'autres sujets. Les livres de Benoît Mandelbrot parlent d'objets fractales. Le mouvement brownien est un objet fractal particulier. En rapport avec des problèmes de mécanique des fluides, des problèmes de probabilité qu'on retrouve dans le livre de Bass, entre autres. C'est pour des travaux sur le mouvement brownien que David Berder a reçu la médaille Fields en 2006 sur la géométrie fine du mouvement brownien. Et vous voyez ici comment un problème s'invite d'un domaine à l'autre. Botanique, physique, mathématiques, géométrie, finance, tout ce que vous voulez. On le retrouve après, c'est une autre dimension, ce genre de problématique dans la technologie. Mais avant, alors attendez, je vais me livrer à quelque chose de périlleux. On va essayer de vous faire partager à quoi ça ressemble au mouvement brownien avec un économiseur d'écran. Alors voilà. Où ils sont les économiseurs d'écran? Voilà, c'est ça. Ouh. Voilà. Allez, ça c'est un économiseur qui s'appelle Wonder. Et ça affiche un mouvement brownien à l'écran, ou si vous voulez, une marche aléatoire. Vous avez tous entendu parler du mouvement brownien.
probablement même une partie de ceux qui ont entendu parler de Gombrowniens n'a pas idée que ça ressemble à ça. Regardez comme des fois c'est tout maigre et des fois tout gras. Regardez comme il y a des trous et des anfractuosités. Certains ont passé leur carrière à comprendre la géométrie de cette chose et ses propriétés. Alors, pour l'afficher, c'est très simple. On produit une marche aléatoire à très petits pas et ça fait un Gombrowien presque. Marche aléatoire, c'est un problème très simple. Marcheur ivre. Vous sortez d'une soirée très arrosée, là. Vous ne savez plus... un coup vous allez devant, un coup derrière, à gauche, à droite. Il n'y a aucune corrélation entre un pas et le pas d'après. Ah, voilà ce que ça fait quand on regarde de loin. Alors, on fait des tas de théorèmes avec ça. Ce sont des objets mathématiques qu'on étudie. Par exemple, on démontre que le marcheur ivre qui fait comme ça, mais il arrive toujours à retrouver un jour ou l'autre sa maison. Attention, on démontre que le temps moyen qu'il lui faudra est infini. Je vous recommande pas d'essayer. Alors, c'est joli, c'est bien. Et certains esprits chagrins diront, ouais, mais pourquoi ça sert tout ça? Où est la création de valeur? Alors, on va expliquer pourquoi il y a la création de valeur aussi là-dedans. On va parler d'un problème qui a l'air très différent. Vous connaissez ça, PageRank? Qui ici a entendu parler de PageRank? PageRank, mes amis, c'est l'un des algorithmes les plus célèbres du XXe siècle. C'est lui qui a fait la gloire et la fortune de Google. C'est la première version. Bon, maintenant, c'est plus comme ça que fonctionne Google. Ils sont passés à quelque chose de plus perfectionné. Personne ne sait exactement comment ça marche. Disons, c'est devenu un énorme code, de procédure sur procédure. L'idée de départ était simple, maligne, et la preuve d'une très belle culture scientifique. Et pour vous expliquer l'idée, bon, Google, c'est trouver de l'information. Qui sont les gens dont le métier est de trouver de l'information, sont les détectives. Vous êtes un détective. Vous devez enquêter sur un meurtre sombre. Il y a une personne qu'il faut interroger. Et vous leur demandez à quelqu'un leur témoignage. Et ils vous donnent leur version des faits, mais de temps en temps, ils vous disent, voilà, ça c'est ce que je sais de un tel. Ils se renvoient les uns aux autres. Par exemple, le témoin numéro 6 renvoie au témoin numéro 2. Le numéro 2 renvoie au numéro 7, et ainsi de suite. Bon, vous faites un premier tour, et après vous demandez qui je vais interroger en premier parmi tout cela. Naturel de commencer par ceux qui ont été les témoins directs, ceux qui sont cités plus qu'ils ne citent les autres. Numéro 1 et numéro 4 ici. Numéro 4 est cité par 3 personnes, j'ai bien envie de commencer par lui. C'est le plus cité. C'est celui en lequel les gens peut-être ont le plus confiance pour savoir ce qui s'est passé. Donc ça, c'était l'idée. Au lieu d'aller chercher, comme c'était un peu le cas avant, les sites dans lesquels il y avait le plus grand nombre d'occurrences du mot-clé, on va chercher ceux qui sont les plus cités par les autres. Facile? Alors allons-y. C'est lequel le plus cité? Le mieux cité? On ne va pas y arriver si on cherche à compter, faire des comparaisons, tout ça. Surtout s'il y a 1 million de sites. Ici, il faut penser à ces sites comme à des pages web qui pointent les unes vers les autres par des liens HTML. On ne va pas y arriver. Sauf si on fait confiance à des recettes mathématiques. Et l'idée de PageRank, c'est d'utiliser une marche aléatoire pour trouver les bons endroits. Les endroits où on a tendance à aller parce qu'on est cité. Alors, envoyons ces marcheurs aléatoires comme des petites particules qui vont se déplacer. Vous voyez, ces petites billes, c'est parti. Et elles se déplacent comme notre marcheur ivre, exactement au hasard. Quand elles arrivent en un lien, ben elles repartent vers un autre lien
en allant au hasard parmi toutes les possibilités. Ah, j'ai 3 possibilités, j'en prends une au hasard. Une fois que je suis là, ah ben peut-être par là, sans aucune direction. On compte, là, vous voyez les pics qui montent, ça correspond au nombre de passages, et on voit les sites qui sont les plus visités. Et ça, c'était l'idée de départ. En d'autres termes, c'est une marche aléatoire sur un graphe orienté. L'idée valait des milliards, littéralement, à condition d'être bien exploitée. Et ça vous montre bien qu'une idée, d'abord que, là encore, ces mathématiques pour explorer quelque chose qui nous échappe, et millions et centaines de millions de pages web, et aussi le fait qu'avec le bon concept, vous pouvez faire des merveilles. J'en profite pour faire de la publicité pour les moteurs de recherche autres que Google. Peut-être certains de l'audience utilisent Bing, mais le bon truc à utiliser, à mon humble avis, en ce moment, celui qui a vraiment pris des engagements sur le respect de la vie privée, c'est Qwant. Quelqu'un utilise Qwant ici? Ouais, bravo, bravo, c'est bon. Super. Ça fait plaisir. Alors, on continue. C'est le moment de dévier sur mathématiques et innovation. On l'a vu sur cet exemple. Mathématiques, au départ, c'est une exploration, une description du monde, et après, on l'adapte pour répondre à un besoin technologique. Et la mathématique, on la retrouve partout maintenant. On la retrouve dans les études météo, dans les analyses de séquençage génétique, dans les prothèses et les organes artificiels, dans la conception, le pilotage des drones, dans l'exploration de l'humain, et éventuellement pour faire des choses qui semblaient impossibles, incroyables. Ça, c'est un programme, par exemple, de prothèses qui s'adapte automatiquement à votre morphologie, basé sur, justement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est tellement important, mathématiques, de nos jours, que on a pu, à certaines occasions, le classer meilleur métier du monde. Ouais, ça c'était une étude de Caracas, c'est un dessin paru dans le Wall Street Journal en janvier 2009. Vous voyez, meilleur métier, mathématicien. Là-haut. Ils ont mis Bûcheron en dernier. C'est un classement qu'ils refont année après année. Évidemment, il y a tout l'arbitraire qu'on veut en termes de classement. C'est quand même intéressant. Vous avez vu combien de métiers scientifiques tout en haut? L'an dernier, c'était statisticien le petit numéro 1. Pourquoi, à votre avis? Big Data. Big Data parce que c'est l'analyse de grands jeux de données et la branche mathématique qui ça s'invite partout maintenant dans toutes sortes de questions, développement technologique, économique et tout ce que vous voulez. Et ça fait la transition avec la deuxième partie de l'exposé, où on va évoquer rapidement ce sujet qui s'appelle l'intelligence artificielle et qui se place dans la longue évolution des algorithmes, de l'algorithmique, depuis les plus anciens algorithmes, ceux qui, il y a 5000 ans, permettaient de calculer les racines carrées, jusqu'aux algorithmes dernier cri qui font tourner la finance à rapidité extrême, high speed trading, high frequency trading, comme dans l'ouvrage d'Alexandre Lemontier 6, et où on a complètement perdu le contrôle de ce qu'ils font, en passant par point historique, emblématique, l'époque où le sort de la Seconde Guerre mondiale dépendait en partie de savoir si l'équipe d'Alan Turing allait être capable
de trouver le bon algorithme de décryptage des codes secrets utilisés par la marine nazie. C'était peut-être la première fois dans l'histoire que le sort d'une partie de l'humanité se jouait sur un problème de mathématiques. Et c'est seulement dans les années 80 qu'on a pu apprécier à quel point ça avait été important. Alan Turing avait une marotte, une obsession qu'il a menée toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Comment comprendre les phénomènes cognitifs? Et il a été, avec Claude Shannon aux États-Unis, l'un des tout premiers à se lancer dans l'idée d'un algorithme qui serait intelligent, l'un des pères fondateurs. Vous retrouvez d'ailleurs le portrait d'Alan Turing, vous voyez peut-être là en petit, sur la couverture de l'ouvrage qui est un peu la Bible des spécialistes d'intelligence artificielle. Le Russell Norvig, ouvrage qui est un petit bijou. C'est pas seulement précis, c'est une œuvre d'art, la façon dont il est agencé. Et l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui s'est développé de façon, avec des soubresauts, on va dire, de façon complexe, jusqu'à arriver à une époque où on en parle beaucoup. On en parle en tant que problème économique, on en parle en tant que problème de société, en tant que problème par rapport à notre humanité. C'est à coup sûr le sujet mathématique qui s'invite le plus sur le devant de la scène maintenant, mais c'est aussi le sujet de développement technologique qui s'invite en première place dans les discussions géopolitiques, macroéconomiques, et ainsi de suite. Les États-Unis, la Chine et d'autres pays annoncent des plans spécifiques d'intelligence artificielle dans laquelle l'unité de base est le milliard. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, ça veut dire, en face d'un problème, trouver une solution efficace, adaptée au problème. Et donc ça nous ramène au problème de l'optimisation. Parmi toutes les choses qui sont possibles, trouver ce qu'il y a de mieux. L'optimisation, c'est un sujet ancien, qui a plusieurs siècles. Et l'intelligence artificielle s'inscrit dans l'histoire de l'optimisation. En fait, l'intelligence artificielle, ou IA, s'inscrit au confluent de nombreuses directions de recherche. Comment optimiser? Si vous avez une fonction et que vous trouvez le meilleur point, plus bas ou plus haut, par exemple trouver le sommet d'une montagne, si vous ne connaissez rien sur le profil, il n'y a pas 36 méthodes qui sont utilisées. Il n'y a pas 36 méthodes. Ce qui est de loin de plus populaire, c'est de suivre la pente. L'idée que si vous voulez aller au sommet d'une montagne, au sommet de la montagne, eh bien, vous allez toujours dans la direction qui grimpe le plus vite. Et un inconvénient évident, c'est que vous risquez de vous retrouver au plus haut de la petite colline, mais c'est pas ça qui va vous emmener sur l'Everest. Alors, il faut des astuces rajoutées à ça pour se sortir de la petite colline, et souvent on combine cette méthode de gradient avec d'autres. Une autre façon de trouver la meilleure solution, c'est d'imiter la sélection naturelle et de lancer plusieurs tentatives en parallèle et de voir ce qui survit, ce qui marche le mieux. Et puis probabilité, processus stochastique, Monte Carlo, ce que vous voulez. Alors, des fois, vous êtes sur des problèmes linéaires et là, il y a bien plus de méthodes et de techniques. Mais on va laisser ça. Donc, optimisation. Une deuxième ligne de recherche, c'est l'idée que l'intelligence, c'est aussi la capacité d'apprendre. Et l'idée qu'un algorithme pourrait apprendre à faire des choses pour lesquelles il n'a pas été explicitement programmé. Peut-être le premier exemple était Thésée, mécanisme construit par Claude Shannon dans les années 50. Thésée, c'est le nom de la souris qui retrouve son chemin dans le labyrinthe. Allusion à un mythe célèbre. Et Thésée, on le voit, il y a un petit film sur YouTube que vous pouvez regarder, c'est hilarant. Au début, c'est toutes les possibilités, mais après, une fois qu'il a exploré, il reçut le bon chemin d'un coup, sans se tromper.
Et derrière ça, va se développer toute une histoire de comment apprendre efficacement aux algorithmes. Alors, dès qu'on veut se lancer là-dedans, on se dit, c'est compliqué. On veut que les algorithmes soient capables de faire des tâches complexes, reconnaître des choses compliquées, et tout de suite vous vous heurtez à des problèmes de représentation extraordinaires. On va appeler ça la malédiction de la dimension, ou de la dimensionnalité. Bon, vous reconnaissez sans problème 0, 1, 2, 3, etc. en bas. Et puis en dessous, vous reconnaissez 0, 2, bon, le 2, c'est le 2 à l'américaine, et ainsi de suite. Mais rendez-vous compte de toutes les formes possibles pour représenter 4, si vous autorisez ça, et un grain en pixels qui serait assez fin. Si vous le représentez comme un point dans un espace vectoriel, vous allez tout de suite devoir chercher ce point dans un espace de gigantesques dimensions. Et votre stratégie d'apprentissage qui va apprendre à reconnaître le nombre 4 de mieux en mieux, elle va se heurter au fait que l'espace des possibles va être gigantesque. En IA, on se retrouve aussi à vouloir faire de l'exploration dans des choses qui sont conceptuelles. Par exemple, le sens des mots. Et on vous explique ici, dans ce petit extrait, que chaque mot est considéré comme un point dans un espace vectoriel de dimension 300. Oui. Déjà, quand on fait des simulations, qu'on apprend ça, on voit que 4, 5, 6 dimensions, c'est énorme. Là, c'est du 300. Comment on va faire? Impossible de tout explorer. Et c'est un domaine dans lequel, systématiquement, on va faire appel à du hasard, sous une forme ou une autre, en n'explorant qu'une petite partie des possibles. Ça, c'est un autre exemple sur un sujet que j'aime bien, la phylogénie des araignées. C'est une équipe de recherche qui avait ça, un programme pour constituer la phylogénie des araignées. Si vous essayez de replacer 500 taxa, comme on dit, allez, vous faites 500 séquençages génétiques d'espèces différentes d'araignées, et vous voulez retrouver l'arbre qui va avec, ça c'est le nombre d'arbres possibles. Bien sûr, vous n'allez pas les essayer tous, les passer tous en revue. En milliards d'années, vous n'y arriverez pas. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir explorer au hasard, en partant peut-être d'une approximation, et en cherchant à l'améliorer, à l'améliorer, à l'améliorer. Donc, sans être systématique, arriver à explorer juste ce qu'il faut. Je vais couper ça et passer à une autre idée dans l'intelligence. Alors, on a dit quoi pour l'instant? Optimiser, apprendre, ne pas tout explorer, mais seulement une partie des possibles. Une autre idée, c'est classifier. L'intelligence, souvent, c'est reconnaître qu'une situation est comme ci ou comme ça, que quelqu'un veut du bien ou du mal, et ainsi de suite. Et classer est quelque chose qu'on sait très bien faire. C'est le cas d'école, géométrie, quand on arrive à séparer les nuages de points par des hyperplans. Dès qu'on se met à faire de l'optimisation convexe, des choses comme ça arrive sans arrêt. Et c'est assez simple, disons. Si on peut ranger les gens d'un côté ou de l'autre, à gauche ou à droite, c'est assez simple. Alors, toute une partie de l'IA va se baser sur la possibilité de représenter les paramètres avec des changements de variables éventuellement très compliqués sous une forme qui fasse qu'on puisse classer les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on s'inscrit dans un ensemble de ces différentes voies, pistes de recherche. Avec deux croyances. La première, c'est qu'on peut faire tout ça, classifier, optimiser, explorer, en se ramenant même pour des situations très complexes à un nombre de paramètres raisonnables. Raisonnable, ça veut dire peut-être 5, peut-être 10, peut-être 15, mais pas 1000. Exemple, le modèle océan, utilisé pour représenter la personnalité des gens.
5 paramètres correspondant à O, C, E, A, N, O c'est pour openness et ainsi de suite. Et à partir de juste 5 paramètres, pour plein d'applications pratiques, les experts arrivent à vous cibler très bien en termes de personnalité. Au début, c'était utilisé pour des recherches sur la personnalité, sciences humaines. Un jour, c'est tombé dans l'oreille d'experts en sciences politiques. Et ils ont vite compris tout le parti qu'on pouvait tirer de ça. Il y a eu une controverse qui a eu lieu là-dessus dans le sillage de l'élection de Donald Trump. Parce que, vous comprenez bien, si vous savez comment classer les gens, et que vous arrivez à identifier si l'utilisateur de tel site est plutôt comme ceci ou plutôt comme cela, ben, vous avez envoyé l'information plutôt comme ceci, plutôt comme cela, en effrayant les uns, en rassurant les autres, de façon personnalisée. Ici, on arrive sur une autre caractéristique de l'IA, toujours chercher à personnaliser les choses. Optimisation avec un grand nombre de paramètres. Et le grand principe général Big Data, c'est l'idée que même si vous êtes dans une situation où vous avez un nombre incroyable de problèmes qui dépendent d'un nombre incroyable de variables, en vrai, pour l'application pratique que vous avez en tête, ça dépendra que d'un nombre raisonnable de variables, et c'est votre programme qui va trouver lesquelles. C'est vous qui allez, par tâtonnement, trouver lesquelles. On peut laisser l'algorithme les trouver. Impossibilité d'apprendre sans être programmé explicitement. Avec quel genre de but? Comprimé. Comprimé, résumé, c'est ça aussi intelligence. Vous lisez un texte, vous êtes capable de dire quelle est l'idée. Reconnaître, réagir, généraliser, et toutes sortes de mots qui s'approchent de près ou de loin de comprendre. Quelques exemples. Que savent faire les algorithmes d'IA? Reconnaître des images, vous montrez à votre algorithme des milliers ou des millions d'images d'animaux, et oui, à chaque fois, voilà ce que c'est. Et petit à petit, il apprend, par analogie, ah ben ça, c'est un panda. Bon. Ah ben ça, c'est un panneau tourné à droite. Vous lui faites manger des tas et des tas et des tas de chansons de Beatles, et votre programme va finir par imiter le style des Beatles. C'est un programme de Sony. Bon. Certains aussi, ça c'est je ne vais pas commenter l'histoire de l'élection. No comment. Un autre exemple, développé par Microsoft. Création automatique d'avatars. Vous voulez que votre programme apprenne à faire un avatar, une représentation qui servira dans un jeu vidéo, par exemple, pour tel personnage. Alors, on pourrait se dire, on va essayer de coder tout ça, définir des règles, il faut simplifier les traits, il faut adoucir les sourcils, etc., etc. Et puis vous pouvez dire, non, on va juste demander à un artiste de créer des avatars, une bande suffisamment large, et on va donner à l'algorithme des couples, vrai visage, avatar, jusqu'à ce qu'il apprenne automatiquement, jusqu'à ce qu'il apprenne à le faire lui-même, par exemple. Et à la fin, il aura ses propres règles pour lesquelles il n'aura pas été explicitement programmé, mais qu'il parviendra à suivre. Et qui peut-être seront beaucoup plus fines que ce à quoi vous auriez pensé. Alors, vous allez dire, il y a des soucis par rapport à ça. On va y revenir. Voici un autre exemple. Tentative de résolution du cauchemar historique des biologistes généticiens. Correspondance entre génotype et phénotype. Parce qu'il y a des exemples où on s'est montré que tel gène correspond à telle caractéristique. Mais la plupart du temps, on est paumé. Et caractéristiques peut dépendre d'un paquet de gènes qui sont en interaction, constructives, destructives les uns avec les autres, on n'arrive rien à démêler. Un jour, vous vous dites, bon, pourquoi perdre son temps à essayer de comprendre? On va demander à la machine de le faire. Alors, par exemple, reconstitution de visage automatique. D'un côté, vous mettez le visage, de l'autre le génome.
et vous envoyez une grande pile d'exemples comme ça, en demandant à l'algorithme de s'adapter, trouver soi-même quelle est la correspondance par analogie. Voici le résultat. Dans cette démonstration, le chercheur l'a expliqué à l'application même, et voici ce que peut dire l'algorithme. Qui est presque la vérité, sauf qu'en fait, il est un petit peu plus replé que prévu, et puis il a une part. Vous voyez la puissance de l'affaire. Ça, c'est obtenu automatiquement. Tout ce que vous avez donné, c'est une goutte de sang. Et puis la machine reconstitue le visage. Vous voyez que on n'a pas vraiment compris. Mais vous voyez qu'il y a toutes sortes de conséquences qui peuvent se produire avec ça. Comment on va l'utiliser, comment la société va l'utiliser. Je vais m'arrêter là peut-être, juste mentionner, là je vous dis l'essentiel, le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un exemple emblématique de l'IA. Vous avez vu dans les journaux il n'y a pas longtemps, un algorithme a battu le champion du monde historique du Go et tout ça. Comment ça a été obtenu? D'abord, en entraînant la machine, en lui montrant des exemples de parties de Go réalisées par les grands maîtres. Pour définir qu'est-ce qui est un bon coup au Go, c'est toute une affaire. Les grands maîtres même, souvent, ils ne savent pas trop. Mais vous pouvez toujours donner les exemples et laisser la machine trouver par elle-même. J'apprends, dans telle situation, il faut faire ci, parce que ça gagne. Il ne faut pas faire ça, parce que ça ne gagne pas, et ainsi de suite. Si vous faites comme ça, vous obtiendrez un algorithme qui jouera aussi bien que les meilleurs, peut-être. Comment faire pour en avoir un qui joue beaucoup mieux que les meilleurs? Réponse, en l'entraînant contre lui-même. Une fois que le truc est prêt, vous lui faites jouer des parties contre lui-même en essayant des coups au hasard, une fois par-ci, une fois par-là. Et puis, comme il a beaucoup de temps, l'algorithme qui tourne, il peut réaliser l'équivalent de milliards d'années humaines. Il va se retrouver à avoir une expérience bien plus riche que les meilleurs humains. À la fin, vous avez quelque chose qui, du premier coup, a battu à plat de couture l'humain qui était en face de lui. Et les algorithmes maintenant, les évolutions de celui-ci, battent à plat de couture l'algorithme qui a battu l'humain à plat de couture. Technique basée sur des réseaux de neurones, je terminerai là-dessus en disant qu'ils sont efficaces d'une façon qui est vexante. Parce qu'à la vérité, personne ne sait pourquoi ces réseaux de neurones qui imitent en un sens le fonctionnement du cerveau, en un sens, personne ne sait pourquoi ils marchent si bien que ça. Il y a encore 6 ans, les meilleurs experts vous disaient non, ça ne marche pas vraiment les réseaux de neurones, on a essayé. Pourquoi je dis il y a 6 ans? Parce qu'il y a 5 ans, 2012, une compétition internationale a été gagnée par une équipe qui utilisait des réseaux de neurones pour l'apprentissage. Et d'un coup, c'est revenu sur le devant de la scène. Il y avait les quelques-uns qui croyaient qu'ils développaient ça, qui sont devenus des superstars, comme le français Yann Lequin, et qui ont converti les autres. Et on s'est aperçu que finalement ça marchait. On ne sait pas pourquoi il ne marchait pas avant et il marche maintenant. Certainement qu'il y a des seuils qui ont été franchis en termes de capacité qui font que maintenant il marche, et personne ne le prédisait, et personne n'a compris en fait pourquoi. Ce qui pourrait pour vous dire qu'il y a des problèmes mathématiques considérables aussi derrière. Alors, vous pouvez regarder les journaux, vous pouvez regarder plein de questions considérables qu'il y a avec l'intelligence artificielle. Quelle révolution sociologique? Est-ce que ce genre de machin va pouvoir être utilisé dans un procès ou dans une enquête pour deviner le visage du criminel, par exemple? Qui va aller témoigner que la méthode utilisée est fiable? Vous voyez toutes sortes de problèmes. Il y en a d'autres qui sont assez rigolotes. Vous voyez l'image qui est là, l'algorithme le reconnaît comme un panda, mais l'image qui est là est reconnue avec une confiance de 99% comme celle d'un gibbon. Ou celle-ci, là, comme celle d'une autruche, avec 99% de précision. Parce qu'on a rajouté une sorte de petit sticker dessus, bien choisi, indétectable à l'œil humain, mais l'algorithme qui n'a jamais appris sur des trucs comme ça, parce que dans la nature, il n'y a pas des choses comme ça, des bruits structurés. Et l'algorithme qui n'a jamais eu à se défendre contre ça,
se fait planter. On peut l'utiliser de façon intéressante. Certains prédisent qu'il y aura des attentats pour les voitures automatiques comme ça. Voilà. Allez, je m'arrête là. Et je termine en vous disant qu'il y a un océan de questions derrière, qui sont des questions passionnantes en termes mathématiques, comme sociétal. Je vous remercie. Merci beaucoup Cédric pour cette conférence vraiment très, très passionnante. Effectivement, il y a eu un saut au niveau de couche des réseaux neuronaux. On ne sait toujours pas comment ça marche, c'est vraiment complètement passionnant. Est-ce que tu attends une petite question? Une question? Merci Jean-Louis Lefebvre, donc Polytech à Lyon. Vous parlez des Américains, on entend parler aussi d'Elon Musk, de Hawkins, qui disent l'intelligence artificielle est potentiellement dangereuse. Quel est votre avis? Oui, dangereuse au sens où ça fait un surhomme ou une sorte de dieu qui prend le contrôle, c'est pas pour demain. Mais déclaration comme ça permet de faire beaucoup de buzz, d'y attirer les grands investisseurs américains, plein d'argent, c'est bon pour les affaires. Quand vous êtes chef d'entreprise, une grosse entreprise, c'est dans votre intérêt de faire des déclarations de buzz comme ça. Hawking n'est pas chef d'entreprise, mais Hawking, c'est son boulot de rêver aux choses inaccessibles, impossibles et tout ça. En revanche, il y a des questions délicates, beaucoup plus prosaïques, qu'on voit aussi dans les journaux, c'est est-ce que les IA vont remplacer les métiers? Alors on trouve tout. Les économistes, certains vous disent que la moitié des jobs vont disparaître, d'autres vous disent qu'au contraire, les jobs vont augmenter. Entre les deux, il y en a qui vous disent 10% qui vont disparaître. Tout existe comme prédiction sur la table. Ça, c'est un bouquin qui est paru récemment. Je fais beaucoup de pub pour lui parce que c'est un bouquin qui marque. C'est une mathématicienne, Cathy O'Neill. Vous voyez le titre, Les arbres de maths destruction, pas masse, mais maths. Et c'est Big Data et intelligence artificielle. Et ça vous parle de ça comme de quelque chose qui augmente les inégalités dans la société et menace la démocratie. Plein d'exemples dans lesquels l'IA employée de façon mauvaise, soit avec la recherche du profit à tout prix, soit juste par erreur, peut mener à des résultats calamiteux. C'est comme toutes les technologies puissantes finalement. Ça peut faire le meilleur ou le pire. Sur ce, je me sauve. C'était un plaisir.